Et un nouveau personnage qu'on nous rappelle grossièrement. L'épisode commence avec Ténébris qui revient du monde elfique. Oui, alors j'en ai pas parlé, ça aussi c'est un truc qui est pas dit de façon super claire dans la série. Et qu'on comprend parce qu'on a suivi la BD, mais il y a le monde elfique et le monde humain, et il n'y a pas une différence particulièrement géographique entre eux, c'est plus une différence de dimension, un truc comme ça. Il y a des portails à franchir pour passer du monde des humains au monde elfique. Voilà, c'est pas particulièrement dit, montré avec beaucoup de clarté, ça. En tout cas, ce qui me concerne, je sais parce que j'ai suivi la BD et que dans la BD, c'est montré clairement. Mais voilà, quoi, elle revient du monde elfique par portail et elle a rapporté un objet à son père Darkel qui s'avère être le médaillon de Lionfeu. Alors, vous savez pas ce qui est Lionfeu et on va découvrir assez vite qui c'est ce personnage de Lionfeu, sachant qu'il était présent dans la BD. Hein, Lionfeu, c'est l'animal de compagnie de Chimie qu'elle a eu depuis très longtemps. C'est une espèce de gros lion rouge qui apparemment grandit très vite parce que normalement il devrait lui aussi être touché par l'accident Jovenia et pourtant il n'y a pas de problème. Cela dit, ouais, ça a jamais touché les animaux. Ça a jamais été super logique pour moi, ça, mais ça a toujours touché les humanoïdes, l'accident Jovenia dans la BD, mais pas les animaux, les girawa, etc. Ça pouvait grandir taille adulte, semble-t-il. En tout cas, ça donne l'impression, contrairement aux humains, aux jaguarians, aux elfes, aux Galina, etc., que des trucs comme ça qui montre que les animaux qui sont non humanoïdes sont pas touchés. Pour une raison bizarre. Voilà. Donc, techniquement, il est resté adulte et ça fait ça un certain temps qu'il l'est, donc il vit assez longtemps ce truc-là. En tout cas, ouais quoi, il prévoit de faire un truc avec ce médaillon, on sait pas trop quoi pour l'instant, et on passe à nos légendaires et surtout à Chimie qui est en train de faire un rêve prémonitoire un peu désastreux qui laisse présager le pire concernant Lionfeu où il est attaqué par une force invisible et elle est très inquiète pour lui. Il y a Griff qui vient la voir pour s'inquiéter d'elle, pour lui dire ah, j'espère que tu m'en veux pas trop de ronfler, mais je te dis quand je ronfle, moi je ronronne, hein, c'est pas vraiment du ronflement. Alors il y a un truc avec Griff, pardon, excusez-moi pour ce petit lapsus, pour ceux qui connaissent d'où vient la chose, c'est que son humour est à chier. Je veux dire, déjà, son humour dans les épisodes précédents était pas génial non plus, mais là, dans cet épisode, il se surpasse, hein. C'est niveau hélipo des légendaires, hein. Si vous avez suivi ça à la vieille époque, quand j'ai écrivé ça, mais vraiment, jeu de mots de merde à fond, j'en parlerai au fur et à mesure de l'épisode. En tout cas... ouais, il vient s'inquiéter un petit peu de Chimie, et on fait une espèce de parallèle visuel assez bizarre entre lui et Lionfeu, parce que c'est vrai que ils ont la même couleur, hein. Ce sont aussi deux félins à la pelure rouge, donc il y a ce lien visuel. J'avoue que j'ai jamais fait un très grand lien, sauf à un moment donné dans les derniers tomes des légendaires où on fait d'avant, où ça se ressemble bien plus, on accentue la ressemblance. En tout cas, ouais, on essaye de mettre en avant un parallèle entre Griff et Lionfeu, quoi. Comme quoi, ah, il a toujours été là pour toi, ça a toujours été ton animal fidèle, bah, c'est comme moi, Est-ce que vous voulez appuyer que l'attirance qu'a Chimie pour Griff vient du fait qu'elle lui rappelle son petit matou, son gros matouel? Ça vient de là, c'est ce que vous voulez un peu appuyer? C'est un peu bizarre, enfin, hein. Mais bon, c'est juste pour mettre en avant qu'elle a eu un rêve prémonitoire, semble-t-il, sur elle, et donc qu'elle s'inquiète de son animal chéri. Et donc les légendaires ont un petit peu écouté ça et se disent ouais, tu vas aller retourner au monde elfique pour aller le revoir, on te suit, on t'accompagne nous les légendaires pour ça. Et donc ils se disent tiens, on va utiliser une clé elfique pour s'y rendre, parce qu'à nouveau il y a ce principe de clé elfique qui vous transporte via un portail du monde des humains au monde elfique. Alors il y a un truc que je trouve plutôt intelligent dans l'épisode, c'est incroyable, c'est le fait qu'on crée une espèce de règle plus logique que dans la BD. Dans la BD, j'ai tellement de trucs à dire sur la logique de certains trucs qui sont faits. Je vous cache pas.
Par exemple, pourquoi à chaque fois il fallait activer ça en mer? Au début, on dit qu'il faut activer ça de nuit, c'est appuyé dans le tome 1, mais dans le tome 9, ça s'active 2 jours sans problème. Et après, Patrick Sobral, on sent vraiment qu'il n'avait pas réfléchi à ça en détail, il a essayé de donner une pseudo-excuse dans le tome 11 pour justifier un petit peu ça. Là, au moins, on met en place des règles précises. Il existe des dômes spécifiques à différents endroits du monde qui permettent d'utiliser cette clé. Donc pas de restriction en termes d'heures, il faut juste se trouver à certains endroits pour pouvoir le faire. Seulement voilà, lorsque nos héros ouvrent un portail et y entrent, ils se rendent compte que ça ne marche pas, quoi. Ils sont renvoyés dans leur monde plutôt que de passer de leur monde à celui des elfes, et c'est un peu bizarre ce qui se passe. Et on va se poser plus de questions, ils se disent rapidement que leur clé doit être défectueuse ou un truc comme ça, et ils se disent qu'ils vont partir sur autre chose. Il existe une porte qui permettait de voyager du monde humain au monde elfique sans avoir à utiliser de clé particulière. Et voilà, c'est cette porte, la porte de Mantaluna, la porte titulaire. Alors, juste un petit truc. J'ai failli en parler, j'ai failli faire le con dans l'épisode 1 par rapport à ça, par rapport au titre des épisodes, parce que sur n'importe quel site où je voyais une liste des épisodes, on disait tout de suite, toujours qu'ils n'étaient pas nommés, on leur avait pas donné de titre, et je me disais que c'était complètement con, ils donnent pas de titre, alors que oui, on leur donne des titres aux épisodes, il y a qu'à les regarder sur Netflix et faire gaffe un tout petit peu au tout début, et oui, on montre bien le titre de l'épisode à chaque fois, seulement aucun site n'a pris ça en compte. Ça montre l'intérêt qu'a suscité cette série si personne n'a pris cet effort basique de simplement regarder le début de chaque épisode disponible sur Netflix, quoi. C'est même pas comme si ça venait vers les 2 minutes d'épisode, c'est juste après le générique, hein, pour lister les titres. Personne l'a fait. Il n'y a aucune liste pour ça, et même Netflix s'emmerde pas avec ça. Mais Netflix dit épisode 1, épisode 2, épisode 3. Et donc quand j'ai lancé cette série, je me suis dit que c'était ça, quoi. Il n'y a même pas de titre, alors que s'il y a des titres. C'est juste que personne fait gaffe, personne n'en parle. Si ça se trouve, mes vidéos réac, ce sera les seules où vous verrez les titres listés. Parce que je prendrai cette peine de lire le petit carton titre en début d'épisode qu'on nous donne gentiment, alors qu'il existe pas mal de séries qui le font pas, hein, quand même. Hein, où on se dit, ouais, ça parle de quoi, de ci, de ça. Voilà, Gravity Falls, par exemple, on ne sait pas les titres, hein. C'est jamais indiqué, alors bien entendu on sait à quelle place ça, et quand on voit l'histoire on se doute de ce que c'est, mais c'est pas précisé au sein même de l'épisode à un quelconque moment, le titre. Je trouve ça con personnellement, oui, pourquoi vous précisez pas votre titre en début, en intro, quoi? C'est si compliqué que ça à faire? Le détail, excusez-moi, c'était histoire de dire. Enfin bref, la porte titulaire de Mantaluna vers laquelle il faut se rendre, tandis que Shimi dit ah bah c'est pas la porte à côté, et Griff dit ah porte! La porte, elle est bien drôle. Ta gueule, connard, c'est pas drôle. Mais il y a tout aussi con que ça en matière d'humour dans cet épisode, et ce sera du récurrent cette fois-ci. C'est le fait que Jadina, après cet essai raté de portail, est tombée sur un œuf qui est tombé de son nid, quoi. Apparemment, elle a détruit le nid de cet œuf, et elle se dit qu'elle doit s'occuper de lui. Genre, oh, ça va être mon nouvel animal de compagnie, je vais l'appeler Coco, mon futur oiseau personnel, mon petit animal chéri, tout ça, tout ça. Et il va y avoir un fil rouge autour de ça. Elle voudra à tout prix l'avoir, le garder, tout ça. C'est trop génial. En plus, j'ai jamais eu d'animal de compagnie. Quand j'étais princesse, on voulait pas me l'accorder. Ah, tu peux avoir une dame de compagnie, mais pas un animal. Et durant tout l'épisode, elle va être super occupée à dorloter son petit œuf chéri en s'attendant à un truc très beau, et à la fin, quoi, ça sortira, ça éclora cet œuf n'importe comment, comme ça, histoire pour montrer que c'est pas un oiseau joli, c'est une espèce de lézard truc muche, pas particulièrement beau. Et oui, c'est ça, le truc, c'est pas particulièrement beau, et il acceptera pas Jadina comme sa mère. C'était le gag récurrent, bah, c'était marrant, hein, je me suis vraiment poilé. Hein. Surtout que je comprends même pas cette logique de la part de Jadina. Certes, l'œuf a perdu son nid, mais il a pas perdu sa mère, t'as pas buté sa mère. Donc, sa mère, non seulement elle aura perdu son nid à cause de toi, mais elle aura perdu son œuf, et ce sera dit qu'elle a perdu son enfant à cause de toi. D'autant plus que là où il éclora cet œuf, ce sera au pays
elfique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance qu'il se retrouve lui et sa mère. Donc c'est très sympa, hein. C'est très sympa pour cette espèce de lézard, cette espèce de maman lézard là qui pourra pas avoir son fils. Hein. Merci Jadina, c'est très cool, très héroïque de ta part. Hein. Voilà, on passe facilement 4 minutes d'épisode, un épisode qui dure 20 minutes là-dessus, hein, et 4 minutes c'est facile, hein. Je vous dirais même plus 5-6 quoi, sur cette petite sous-intrigue de merde. Donc c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, c'est pour vous dire à quel point c'est gonflant. Et sinon, ouais, quoi, il faut se diriger vers la porte de Mantaluna, et ça va être du gros remplissage pendant la moitié de l'épisode presque. Pendant la moitié de l'épisode, on les verra faire le trajet dans le désert. Il y aura des petits ralentis sur eux qui seront à dos de leur girawa, hein, en train d'aller lentement. Il y aura des délires autour de Jadina qui voudra sauver son œuf, Shimi qui s'impatientera, ce genre de conneries. Ça n'amène à que dalle. Que dalle. Il y aura un petit moment relativement mignon où Shimi se remémora dans un flashback rapide son passé avec Lionfeu, son animal chéri avec lequel elle passait le plus clair de son temps quand elle était petite. Sachant que passage dans son flashback, on la voit jamais adulte avec Lionfeu. C'est bizarre. Vous auriez pu faire ça, quoi. Vous avez bien montré un flashback avec Daniel et Ikael dans l'épisode précédent. Pourquoi pas là? Voilà, petit détail, hein, histoire de dire. Mais voilà, en dehors de ça, c'était de la perte de temps. Et du gros remplissage parce que vous avez rien à raconter dans cet épisode. Hein. Il y a vraiment rien à raconter. Hein. D'ailleurs, il y a un autre passage totalement dispensable dont on se sert juste pour rembourrer la chose pour que ça dure les 20 minutes. Parce que voilà, à un moment donné, nos héros sont attaqués par une espèce de plante carnivore raflésie géante. Et ça sert à rien, quoi, c'est juste des tonnes d'attaques de tentacules, de tentacules de fleurs, et ils se défendent un petit peu, il y a Griff qui fait une autre de ces blagues de merde, ah, ça faisait longtemps que j'avais pas épluché de légumes, mais... Voilà, et ouais, c'est pas trop mal en termes de combat, même si... Ouais, elle existe largement mieux, mais ouais, par rapport à la qualité visuelle, on va dire que c'est un petit cran, un léger cran dessus. Mais ouais, ça apporte rien. C'est juste histoire de dire, tiens, on n'a rien à raconter, on rembourre à fond cet épisode, parce que l'intrigue, elle tient sur 5 minutes, l'intrigue de l'épisode. Mais il faut qu'on étale au plus pour que ça tienne nos 20 minutes parce qu'on sait rien raconter, quoi. Waouh! C'est tellement grossier à ce niveau-là, c'est la première fois que ça arrive dans cette série. Au moins, avant, il y avait des scénarios qui arrivaient à justifier la durée. Là, le scénario n'arrive pas à justifier la durée. C'est des tas de parenthèses de merde. Enfin bon, après cette énième parenthèse, ils arrivent enfin à la porte de Mantaluna à 7 minutes de la fin. Voilà, la porte titulaire est censée être au centre de l'intrigue logiquement, 7 minutes de la fin, hein, et hier je dis ça, c'est plus 6 que 7 même. Je sais pas exactement, il reste pas grand chose de temps, quoi. Et voilà, quoi, ils se mettent devant cette porte, ils font le truc pour entrer dedans, quoi, l'actionner, etc., et passer le portail, et oh surprise, c'est un piège! Voilà, en fait, c'était une manipulation de Darkel pour piéger ses ennemis légendaires et faire en sorte qu'ils soient piégés pour de bon entre deux mondes. Parce que là, il a piégé ce portail. Il a fait en sorte que les clés elfiques ne puissent pas être utilisées avec sa magie parce qu'il est puissant à ce point-là. Voilà, c'est un truc aussi avec Darkel, quoi. Étant donné que c'est un mage et que c'est un puissant sorcier noir, il a des pouvoirs magiques qui arrange le scénario, quoi. Des fois, il peut faire des trucs super graves, super dingues, parce que ça arrange le scénario. Des fois, il peut pas arriver à faire certaines choses, parce que sinon, ça arrangerait pas le scénario, vous voyez. C'est un peu ça le principe du ta gueule, c'est magique dans ce genre de cas, parce que ça arrange le scénario. Mais ouais, il y a des tonnes de trucs logiques qui m'échappent un petit peu là-dedans, hein. Je veux dire, s'il est capable à ce point de bloquer carrément un portail d'un pays à un autre avec ses pouvoirs comme ça sans qu'on explique comment ci ou ça, c'est quand même assez dingue, quoi. Et donc oui, la raison pour laquelle il avait pris le médaillon de Lionfeu, quoi, un objet que Shimi lui avait donné, c'est pour lui donner cette espèce d'inquiétude dans ses rêves et lui faire croire qu'il y avait un problème avec Lionfeu pour que elle et sa clique se dirigent
au fur et à mesure vers le portail, quoi. Il n'aurait pas pu y avoir d'autres configurations, etc. Il fallait que ce soit forcément tout le monde qui la suive. Il fallait qui se disent tiens on va forcément passer par Montaluna. Ouais, ça a reposé sur pas mal de conjectures ton truc, hein. T'as eu de la chance que ça se passe bien comme ça, mais voilà, ils se font bêtement avoir et sont piégés entre eux dans le portail entre les deux mondes avec Darkel qui les observe avec une espèce de truc magique en disant ah je vous ai piégé, vous pouvez plus bouger. Seulement voilà, Razia n'est pas pris dans le portail parce que Ténébris l'a empêché de suivre ses amis à la toute fin en l'assommant un petit moment parce qu'elle veut pas que son chéri soit prisonnier avec les autres. Et une fois de plus, on veut continuer cette dynamique entre eux où elle tient absolument à ce qu'ils la rejoignent et qu'ils se remettent ensemble parce qu'elle est amoureuse folle de lui. Honnêtement, ça va, ça colle au personnage. Sincèrement, c'est pas une mauvaise approche, je reconnais. Le truc, c'est que ça va très vite. Une fois de plus, c'est comme dans l'épisode 3, ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite pour avoir beaucoup de poids, même si sur le concept c'est acceptable, mais voilà quoi, elle veut qu'il la suive. Si tu me suis, je pourrais convaincre mon père de libérer les tiens, quoi, mais il faut que tu me promettes de recombattre pour lui et d'être toujours avec moi, tout ça, et Razia lui dit non, je vais les suivre quoi qu'il arrive. Ténébris se dit non, ne les suis pas, et donc il la prend un peu par surprise pour la piéger avec lui dans le portail et se dire tiens, je ne doute que Darkel est tellement attaché à sa fille Ténébris qu'il fera en sorte qu'on soit tous libérés, sachant que ouais, qu'est-ce qui te dit qu'il pourrait pas juste la libérer elle et vous laisser seule? C'est quand même une putain de chatte pour vous que Darkel soit obligé de rouvrir le portail pour tout le monde et qu'il n'ait pas le pouvoir de rouvrir le portail pour une seule personne. Hein, ça aurait été la merde sinon, hein, ça aurait pas servi à grand chose ton acte, Razia, hein. Ah, t'aurais pu réfléchir davantage, mais bon, t'étais décidé de partir là-dedans, et puis il y avait trop de trucs qu'il fallait mettre en place dans ce gros remplissage de 13 minutes de départ. Donc, Darkel est convaincu super rapidement en disant « Ah, tu m'énerves, Ténébris, je devrais te laisser là, mais je t'aime trop pour accepter ça. » Et il les libère, et se dit « Ah merde, tant pis, la prochaine fois. » Pas comme s'il pouvait refaire ça par la suite. Limite, là, il pourrait les garder... prisonniers du monde elfique, hein. Ils pourraient plus intervenir dans le monde d'Alysia logiquement, hein. Non mais si on part sur cette logique-là, comme quoi je peux vous empêcher d'utiliser votre médaillon elfique, et si vous passez par le portail, je vous bloque comme ça, Darkel, on est d'accord que là, il peut totalement les bloquer et les empêcher de retourner à Alysia. Mais totalement. Ils pourront plus utiliser une clé elfique, ils pourront pas utiliser le passage de Montaluna. Ils l'ont dans le cul, ils peuvent plus aller à Alysia, et maintenant Darkel peut rester dans cette dimension des humains à Alysia et faire tout ce qu'il veut. Sans les légendaires pour l'emmerder. Il pourrait faire ça, mais non. Apparemment, il doit être trop concentré pour maintenir ce sort qui empêche d'utiliser la clé elfique ou un truc comme ça. C'est bon, à partir de maintenant, ce sera pas un problème. C'est ça le principe aussi quand on met en place des conflits d'un épisode qui se résolvent comme ça. Quand on pense un petit peu à la logique d'après coup, on se dit pourquoi ça... Il poursuit pas dans cette logique-là, le méchant, hein. Pourquoi il se dit pas, tiens, ça a pas marché très bien comme j'espérais, mais si je poursuis un petit peu dans la même veine, je devrais quand même pouvoir m'en sortir, bien réussir. Mais non, même principe de logique de merde que dans Witch. Donc... Voilà, ça c'est résolu, Ténébris est rapidement battu par tout le monde. Une fois de plus, on va avoir la conclusion avec Jadina qui aura son œuf, qui éclora, mais l'espèce de lézard à la con, il voudra pas la suivre, donc tant pis pour sa gueule. C'est bien la peine de faire tout un délire sur elle, qui voulait à tout prix avoir son petit coco à elle. Et ça se termine sur Shimi, maintenant qu'elle est au pays elfique, et qui fonce vers son compagnon Lionfeu pour voir s'il va bien, rapidement, pour dire « Ah, je suis trop content d'être retrouvé !» Et Griff qui dit « Oh, ça va, hein, si on enlève le pelage, c'est juste un gros matou. » C'est que c'est un peu pareil pour toi, mec. Si on enlève le pelage, t'es juste un mec normal, hein. Voilà, une fois de plus, on a ce petit conflit d'intérêt à la con entre Griff et Lionfeu. Genre, t'as envie d'être son nouvel animal de compagnie, Griff? Ah, est-ce que tu pourrais pas me caresser et jouer avec moi comme tu le fais avec Lionfeu, s'il te plaît, Chimi?
C'est pas bizarre ça quand même. Hein. Alors si encore c'était le Griff qu'on connaît de la BD où il est un petit peu pervers sur les bords, ça aurait pu être justifié un petit peu, mais c'est pas trop le cas quand même, c'est bizarre. Mais voilà, ça se termine sur elle qui caresse un petit peu son lion-feu et qui se dit est-ce qu'on pourrait le garder, l'amener avec nous? Et tout le monde dit non. Pourquoi? Non mais pourquoi il peut pas venir? Je veux dire, c'est quand même un animal assez imposant qui en jette un petit peu. Pourquoi il peut pas vous suivre, être un animal de compagnie qui pourrait aider un petit peu? Pourquoi Chimie pourrait pas l'avoir? Je sais pas. Bizarre. Je veux dire, si Jadina avait eu son animal de compagnie, on lui aurait dit non, laisse tomber, l'amène pas avec toi. Je sais pas, c'est bizarre ça. Et la seule explication technique à ça, c'est que c'est trop compliqué à animer ce truc-là. Voilà, on peut pas garder Lionfeu dans l'équipe parce que c'est plus chiant à animer que les humains et ça ferait trop de modèles à faire. Donc déjà, on a 5 personnages, on a leur modèle et tout, ça va, hein, pas un sixième, ça ira. C'est ça, quoi. Alors que bon, vous auriez pu faire quelque chose comme quoi, ils auraient récupéré ce nouveau membre et ça aurait créé une petite nouvelle dynamique. Non, 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 c'est trop ambitieux, excusez-moi, hein, excusez-moi. Mais bon, voilà, c'est clairement, s'il est pas là, c'est parce que ça serait trop coûteux à faire. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle Lionfeu est pas resté très longtemps dans la BD non plus. Hein. Il est resté jusqu'au tome 2, et encore dans le tome 2, il est apparu quoi? 3 cases, à peine, 3 cases, pour ne plus réapparaître après pour une raison X. En gros, ils disent rapidement que Chimie l'a laissé payer le flic parce qu'elle avait trop peur pour lui, pour ce qui s'est passé ou une connerie comme ça, l'excuse facile, parce que Patrick Sobral avait du mal à dessiner ce personnage. Lionfeu lui demandait trop de temps, c'est trop compliqué à dessiner, donc il s'est dit tant pis, il faut que je les vince un petit peu, ça marchera pas. C'est ça le principe, et c'est un peu le même principe dans cet épisode avec Lionfeu, quoi. On peut pas l'avoir. Voilà, un épisode très chiant, je vous le cache pas, qui raconte pas grand chose, c'est juste un piège de Darkel qui met en place, et ça se joue sur 4-5 minutes d'épisode, ça, vraiment 4-5 minutes d'épisode dans la mise en place, et le reste c'est du gros remplissage chiant. Je veux dire, même l'intrigue centrale est pas ouf, pas particulièrement bien réfléchie, même si elle se suit vaguement, mais le reste c'est du gros remplissage chiant, quoi. Donc c'est un épisode chiant, majoritairement, et s'il vaut pas grand chose. Merci de me rappeler que Lionfeu existe, voilà. Cool! Ah oui, on a aussi rapidement rappelé comment marchaient les bracelets de Ténébris. À nouveau, de façon super rapide, ce qui fait que les gens qui n'ont pas suivi la BD, si ça se trouve, ils savent pas exactement comment ça fonctionne ce truc-là, mais voilà, la spécificité des bracelets de Ténébris, c'est qu'elles peuvent absorber une attaque magique et la renvoyer. Voilà, donc on remet ça en avant, on illustre ça, comme ça a été fait dans le tome 9. C'est cool, à nouveau, ce genre de petit rappel, pas trop... pas intrusif comme ça, un peu relativement fluide par rapport au récit, ça va. Hein. Voilà, c'est histoire de dire un petit truc bien, quoi. Mais globalement, voilà, ça vaut vraiment pas grand chose. À bientôt pour l'épisode 6, bye.